Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Bordeaux pour cette émission spéciale consacrée à la 15e édition du Congrès international de pyrotechnie. Nous allons bien évidemment évoquer les feux d'artifice qui ont embrasé le ciel de la Gironde cette semaine, mais aussi ceux qui les conçoivent. Qui sont les maîtres artificiers que la planète s'arrache? Comment travaillent-ils? Quelles sont leurs contraintes? Vous le saurez dans cette émission. Mais il sera aussi question des nombreuses applications de la pyrotechnie et notamment dans le domaine qui vous concerne tous, celui de la sécurité automobile. En attendant, je vous propose de voir ou de revoir quelques-unes des plus belles images des feux d'artifice de la semaine. On remet tout en cause à chaque fois parce que chaque spectacle est unique. Un artificier, s'il n'a pas les poils qui se dressent sur ses bras quand il regarde un feu, il vaut mieux qu'il fasse autre chose ou qu'il s'arrête. Et le feu, elle m'a dit merci, elle m'a dit que ça. Et ça m'a fait pleurer. Principalement, c'est le sens de l'éphémère. Et chaque fois, on recrée cette magie. Et notre fond, notre scène, c'est le ciel. C'est ça qui est fabuleux. Nous sommes au pied de la colonne des Girondins, place des Quinconces, avec le premier invité de cette émission. Il s'agit d'Henri Miermont, l'un des organisateurs de ce congrès. Henri, bonjour. Bonjour. J'ai une question toute simple au début. Comment a été créé ce congrès de la pyrotechnie? Alors, ce congrès, il est venu de chercheurs canadiens qui, dans leur carrière, ont voulu aller au-delà de leur recherche et se sont dit qu'organiser un événement où tous les gens qui recherchent, qui développent, qui vendent, qui utilisent, qui ont une expérience, pourraient échanger de leurs idées, leurs nouveautés. Donc ils ont créé ce congrès qui est parti du Canada, qui s'est organisé plusieurs fois au Canada, qui s'est étendu aux États-Unis et qui s'est étendu au monde entier. Donc on parle beaucoup d'avancées technologiques avant tout dans ce congrès. On parlera des feux d'artifice après, mais il y a aussi des réunions, des colloques et on parle d'avancées technologiques. Pour les congressistes, c'est une rencontre entre d'échanges techniques et d'échanges commerciaux, puisqu'il y a 50 stands où ils présentent du matériel, où ils présentent des technologies, et donc ils viennent tout autant faire des rencontres commerciales que des rencontres techniques. La partie la plus visible, bien évidemment, de cette semaine, c'était les feux d'artifice, notamment pour le grand public, ici à Bordeaux, mais pas simplement. Cette semaine, ces feux d'artifice, aujourd'hui, constituent la plus belle des vitrines pour parler de pyrotechnie. Alors, pour avoir participé à des congrès antérieurs, 2 fois, 3 fois, effectivement, on voit des feux assez extraordinaires parce qu'il y a une sorte d'émulation. Ils veulent montrer ce qu'ils font, montrer un peu mieux, montrer quelques phases nouvelles. Donc, le premier but pour eux, c'est qu'ils le montrent entre eux. Mais on ne peut pas tirer un feu d'artifice. Il y a un peu de concurrence entre eux, pardon. Oh, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de concurrence. La concurrence et c'est l'émulation aussi. On dit que c'est pas un festival, c'est ni un concours, il n'y aura pas de premier, il n'y aura pas de dernier. Ils offrent les feux. Et le côté émulation, c'est que comme ils sont un peu concurrents, ils veulent montrer un peu plus que l'autre. Mais comme ces feux, on peut pas les cacher, et d'autant plus que ils apprécient puisqu'on fait pour le public. Ces feux, c'est pas fait pour les garder chez soi, c'est dans sa conception même pour émerveiller le public, donc pourquoi pas en faire profiter les locaux. Et dans tous les pays où ça se passe, il y a une grande fête, tout le public vient aux soirées où il y a des démonstrations. Henri Miermont, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour partager votre passion sur ce congrès de la pyrotechnie et ces feux d'artifice. Et maintenant, je vous propose de revivre cette première soirée qui s'est déroulée ici même, lundi soir, place des Quinconces. Le spectacle était vraiment à la hauteur. C'est un reportage de Marie Neuville et de Sylvie Tuscomonet. Des flammes, des jets laser, des chandelles comme dans un Fellini, les Français racontent une histoire burlesque et se jouent des artifices. On peut vraiment jouer sur la synchronisation et des choses vraiment très déstructurées. Donc on va un peu casser les codes de ce qu'on fait d'habitude. Dans le public, c'est une explosion d'émerveillement. C'est vraiment exceptionnel, surtout à Bordeaux, et c'est magnifique. C'est la première fois, quoi. Et ça... Voilà, quoi. Ah, ça doit coûter cher en tout cas. Mais c'était pas mal, hein. Franchement, c'est déjà fini là ?
Eh bien non, sur une autre galaxie, les Allemands ont choisi l'électro, le monochrome et des inclinaisons très audacieuses. Je n'ai jamais vu autant de feux d'artifice en même temps. C'était magnifique, extraordinaire. Du rouge, de l'or, le feu devient bondissant à l'image de la puissance chinoise, de quoi électriser les congressistes. Si j'achète ça, oui, c'est évident, j'achète. Ils étaient tous fantastiques, on a adoré. Et ouvrir même le débat. Les dernières, je pense, franchement. C'était très... spectaculaire, c'est le dernier. Le premier aussi. Non, la première aussi. La première, la deuxième partie de la première. Victime d'un incident technique, hier soir, les Italiens référents mondiaux ont préféré se retirer. L'opéra a tiré sa révérence. Une décision responsable, saluée par les professionnels. Nous sommes de retour ici, place des Quinconces à Bordeaux, avec Stéphane Delot, adjoint à la mairie de Bordeaux et en charge de la promotion de la ville. Stéphane Delot, bonjour. Une première question toute simple. Est-ce que c'est une fierté pour vous, en tant qu'homme politique, mais aussi en tant que citoyen, d'accueillir ce congrès ? Écoutez, c'est une fierté, je dirais que c'est surtout un bonheur pour les Bordelais de voir que leur ville est devenue suffisamment attractive pour que des manifestations mondiales comme celle-là, puisqu'il s'agit d'un symposium mondial de pyrotechnie, choisissent de venir à Bordeaux et choisissent ce théâtre magnifique que vous avez vous-même choisi d'ailleurs, de la place des Quinconces, des quais, du fleuve, derrière de la cité du vin, pour venir présenter les dernières créations de leur métier, en la circonstance la pyrotechnie, qui est par ailleurs une des choses que les Français adorent, pas que les Français d'ailleurs, le monde entier adore les feux d'artifice. Il y a un coût pour la ville d'accueillir un tel congrès ? Non, pas du tout. C'est un congrès qui fonctionne selon les règles habituelles, c'est-à-dire que les participants payent leur contribution. Quant aux feux d'artifice, ils sont offerts par les sociétés participantes. C'est aussi une volonté de votre part d'associer tourisme d'affaires, même si ce congrès attire à peu près 400 personnes, en tout cas des congressistes, avec le tourisme dit de loisirs ? Absolument. Il y a une synergie naturelle entre le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Celui qui a été un touriste d'affaires va devenir un touriste de loisirs et inversement. Un touriste de loisirs aura envie de venir faire des opérations professionnelles à Bordeaux. Tout ça est évidemment un élément du dynamisme économique de cette filière à Bordeaux. Et par rapport à nos professionnels, les hôteliers, les restaurateurs, les transporteurs, les commerçants, tous les métiers qui sont induits, c'est évidemment un apport considérable que d'ailleurs on voit bien au fil des années. On a donné récemment les chiffres du tourisme en 2014. On avait des idées un peu floues de ce que ça représentait. C'est 5 800 000 touristes qui sont venus en 2014 et ça représente 950 millions d'euros. Donc il y a là non seulement un plaisir pour la ville, mais il y a un moteur dynamique sur le plan économique qui bien sûr concerne directement le tourisme, mais très au-delà du tourisme, avec tous les métiers que ça entraîne. Merci beaucoup Stéphane Delot d'avoir partagé votre passion de l'organisation des spectacles et en tant qu'homme politique et en tant que citoyen bordelais sur cette émission. Et vous le savez, donc les feux d'artifice sont bien évidemment des grands spectacles toute la semaine. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est comment on prépare ce genre d'événement. Voyez ce reportage réalisé par Marie Neuville et Sylvie Tuscomonet. Des installations vertigineuses et la plus grande place d'Europe totalement minée. Les professionnels du spectacle pyrotechnique présentent pour la première fois en France des produits et des systèmes jamais vus dans le monde. Une vitrine dont la priorité fondamentale, elle, ne varie jamais. L'enjeu majeur, il n'est pas spécifique à ce symposium. C'est de partager tout ce qui est sécurité, qui va améliorer les conditions de production, les conditions d'installation, les conditions de tir des spectacles pyrotechniques. Il y a des scientifiques, des fabricants de produits, des fabricants de systèmes. Et tout ça, ça fait des feux d'artifice à la fin, ou des spectacles pyrotechniques. Berceau du feu d'artifice, l'Italie a gardé un artisanat de luxe pour fabriquer des bombes en papier. Mais la technologie actuelle a donné à cette nation une précision unique au monde. Nous, on sait que la chandelle romaine dure par exemple 35 secondes, on va la synchroniser avec la musique 35 secondes. On sait qu'on peut garder une certaine hauteur. Aussi, c'est important, l'auteur des artifices, avoir tous les artifices à la même hauteur en ce qui concerne les chandelles. Arrivés sur le marché du spectacle il y a 15 ans, les Chinois proposent eux aussi des produits et des processus des plus novateurs.
Vous allez voir des combats de chandelles, vous allez voir des effets de fontaine, vous allez voir effectivement des danseuses sur mât qui vont être suivies de reprises de bombes, vraiment des choses qui sont présentées pour la première fois ici. Chaque soir, un lieu girondin prestigieux est transformé en laboratoire explosif, des expérimentations renversantes pour le public. Nous sommes ici place des Quinconces pour retrouver un autre invité, l'une des figures du monde des feux d'artifice en France. Il s'agit de Jean-Pierre Coste, qui est chef de tir depuis 35 ans. Cette semaine, en revanche, à Bordeaux, vous n'officiez pas en tant que chef de tir. De quoi vous occupez, Jean-Pierre ? Eh bien, je m'occupe en particulier sur le feu des Quinconces aujourd'hui de la sécurité de mise en place des feux d'artifice, de telle façon qu'il n'y ait pas d'accident, du moins on l'espère. Nous sommes à quelques heures de la première soirée de ces feux. Concrètement, qu'est-ce que vous faites à cette heure-là ? À cette heure-là, je vérifie que les artificiers qui ont installé tous leurs feux d'artifice sont installés conformément à la réglementation française. Et en particulier, je vérifie toute la solidité des fixations de telle façon qu'il n'y ait pas de problème de tir. Quelle est justement cette réglementation française ? Elle est très très précise. Oui, la réglementation française est très précise. Elle détermine les licences de sécurité par rapport au type de produit, par rapport au calibre des produits et par rapport à leur dangerosité. Quels sont les différents types de produits utilisés sur un feu d'artifice ? On parle toujours des fusées, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. En fait, les feux d'artifice sont composés d'une multitude de types de produits. On serait trop long de vous les expliquer, mais les principaux sont les bombes d'artifice. Alors beaucoup de gens disent « Oh, la belle fusée, la belle bleue ». Ce n'est pas une fusée, la plupart du temps, c'est une bombe d'artifice. C'est-à-dire que c'est un produit qui a à sa partie inférieure une chasse d'éjection, un peu comme une cartouche, et le projectile est projeté dans le ciel. Un retard pyrotechnique est allumé, et lorsque la bombe atteint son apogée, elle explose en gerbe multicolore. À quel moment on déclenche, vous déclenchez, est-ce que c'est vous qui vous en occupez, les différents types de produits? Est-ce que c'est automatisé? Est-ce que c'est manuel? Alors dans le temps c'était manuel, maintenant c'est tout automatique. C'est-à-dire ce sont les logiciels informatiques qui gèrent ces mises à feu, puisqu'aujourd'hui il est courant de tirer au centième de seconde. On obtient à ce moment-là des synchronisations très précises avec la musique et avec le produit, suivant le type de produit, on peut être en harmonie parfaite par rapport à la musique et l'émotion qu'on veut faire passer. Aujourd'hui, on peut aller encore plus loin en termes de technologie, en termes de feu d'artifice, ou on est déjà à un certain niveau quand même? Oui, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin parce que c'est une sans cesse évolution. Il y a quelques années, par exemple, on ne faisait que des couleurs primaires et franches. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, on arrive à faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc tous les pastels peuvent être faits en termes d'étoiles pyrotechniques. Voilà, tout simplement. Donc on peut avoir beaucoup d'émotions, bien oui, évidemment, bien en étant chef de tir sur les feux d'artifice. Jean-Pierre Coste, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager votre passion. Nous allons nous intéresser maintenant à ces fameux maîtres artificiers. Quelques-uns des plus grands spécialistes de la planète sont français. Gros plan tout d'abord sur un Charentais d'origine, bordelais d'adoption. Il s'agit de David Proto. C'est un reportage de Sandrine Valero et de Ludovic Cagnato. La parade des héros, le 22 mai dernier dans le port de la Lune, à Bordeaux. Des milliers de personnes se pressent pour voir passer les 39 bateaux de la flotte du Figaro, précédés du majestueux Belen. Magnifique. C'est génial, c'était très beau. C'était très réussi, C'était exceptionnel, c'est magnifique, c'est très beau. C'était un spectacle d'exception. Un spectacle son et lumière et pyrotechnique, imaginé plusieurs semaines auparavant par le directeur artistique de la Maison Ruggieri. Nous retrouvons David Proto sur les quais de Bordeaux, son lieu de résidence et d'inspiration. C'est un de mes lieux favoris pour être inspiré, parce que c'est chez moi, et puis je m'y sens bien, et puis c'est le port, quoi. On est tranquille, c'est beau, il y a un beau décor. Et puis il y a plein de sortes d'émotions et de sensations qu'on ressent ici. Il y a du vent, il y a l'odeur de la mer, il y a le fleuve, il y a tout. Donc je profite du décor bordelais pour dessiner des spectacles qui vont être réalisés dans le monde entier. Donc je dis toujours en fait que Bordeaux c'est ma source d'inspiration et il y a un petit peu de Bordeaux dans chaque spectacle, que ce soit à Dubaï, au Vietnam, aux États-Unis. Que David Proto travaille pour Beyoncé, Johnny Hallyday, Coldplay ou encore pour Bordeaux ou La Rochelle, il cherche avant tout l'émotion. Tant que j'ai pas d'émotion, la chair de poule, c'est mort, quoi. Et je continue, mais je sais que c'est pas bon. Donc je le refais. C'est à Muret, près de Toulouse, que sont finalisés les projets de David.
Donc là, on arrive à l'étage service communication. S'il est le chef d'orchestre, il n'œuvre pas seul. Dans ce bureau, plusieurs cerveaux travaillent de concert. Grégoire Lourme crée les bandes-sons. Nicolas Pagès met en image les idées de David. Ici, un pont dragon à Hanoï à faire vivre. On travaille en collaboration. David, lui, crée des tableaux qui me détaillent avec des rafales, des différents effets. Et puis moi, j'essaye de le mettre en image. Donc là, le client va voir ce qu'il va avoir. Il va voir, oui, effectivement, il va voir une partie de ce qu'il va avoir. Et c'est là tout l'intérêt, c'est de le faire rêver avant l'heure. L'artificier embrase les cieux du monde entier, ici Carcassonne, avant Oman ou Monaco pour le mariage du prince Albert avec Charlène. Le dernier show d'envergure de la maison Ruggieri fut à Dubaï pour le passage de l'année 2015. Un budget colossal de plusieurs millions d'euros et un embrasement de la ville. C'est ce spectacle à Dubaï sur la tour la plus haute du monde et donc un spectacle assez court mais très intense, une dizaine de minutes. Et là, donc, au niveau du son, il fallait que ce soit vraiment très synchronisé. Vous voyez, on a de la pyrotechnie un peu partout dans la ville et sur la tour. Donc on a une musique très rythmée voilà, qui est synchronisée avec ces effets de rafale qu'on peut voir tout autour de la tour. Donc voilà, c'est un des principaux atouts du spectacle. Pour la fête du fleuve de Bordeaux, le bureau de conception a proposé des planches graphiques du futur spectacle. L'objectif, c'était vraiment de montrer que c'était un spectacle différent, qu'on n'était pas dans un feu d'artifice de type 14 juillet, mais qu'on était vraiment sur une création et sur une véritable parade nautique. Donc là, David, on est sur le site de Sainte-Foy. C'est là où sont stockés les produits. C'est là où vous les dispatchez ensuite. Et c'est là que vous faites les colis et les envois. C'est ça. Sainte-Foy de Pérolières, c'est le plus grand site pyrotechnique d'Europe. C'est 140 hectares. Et ici, on stocke l'ensemble de nos produits qui viennent du monde entier. Et à partir de la conception qu'on va imaginer, eh bien, on va récolter les produits pour réaliser le spectacle. Sur ce site classé Céveso 2, la sécurité est une obsession, d'où le recours au picking. Le picking, c'est un endroit, donc il y a plein de petites baraques dans lesquelles il y a toutes les sortes de produits dont nous avons besoin pour concevoir les grands événements. Et ils ne sont pas ensemble dans un gros dépôt. Selon la recette, eh bien, les opérateurs vont choisir les produits à l'unité pour pouvoir concevoir l'ensemble du spectacle. Alors, ce sont beaucoup de manipulations, mais c'est aussi pour des raisons de sécurité qu'on travaille de cette manière. C'est-à-dire que si ça explose par exemple en F1, ça ne va pas toucher forcément F3, F4, etc. Oui, c'est tout à fait ça. Une fois rapatriés, les feux sont armés, étiquetés et mis en carton avant d'être expédiés. Bonjour. Alors ça y est, c'est le jour J? Exactement. Vous êtes à Bordeaux, là, à quelques heures du coup d'envoi. Qu'est-ce que vous faites là exactement sur cette barge? Alors là, donc ce matin, on a commencé par installer tous les mortiers. Donc on les a fixés les uns avec les autres, les batteries. On a commencé à répartir plus ou moins en fonction des différents départs tous les postes de tir. Et là, on va charger la pyro. Ensuite, on va loger la pyro dans les mortiers. Et ensuite, on va replacer correctement tous les mortiers pour éviter les départs intempestifs. Physiquement, on a un papier sur lequel on a toute l'organisation du bateau. Dit le plan au sol, donne la cohérence dans le ciel derrière. Donc, on respecte ça à la lettre de chez à la lettre. Et après, bon, il arrive des fois où on se retrouve un petit peu bloqué, mais on essaye tant bien que mal de respecter ça pour garder la cohérence dans le ciel après. AG2 au milieu, là, voilà. AG3 derrière. Et après, tout ce qui est AD5 va au bout là-bas aussi. C'est télécommandé par ordinateur. C'est-à-dire qu'à partir de là, le programme qu'a fait David est injecté dans cette console. Et à partir de là, on a un câble qui va partir et relier chaque boîtier électronique. Et c'est ça qui va déclencher le tir de toute chose. Il est 22h50, David Proto attend l'Armada, prêt à donner le départ de la parade. Ah ouais, là on est bien là. On est même très bien. Top pour la 7, avec pyrotechnie. Vous êtes prêt à recommencer? Vous voyez déjà ce qu'il faut améliorer? Je ne vois que ce qu'il faut améliorer. Effectivement, il y a forcément des choses à améliorer. C'est une première de faire une parade nautique comme ça s'est jamais fait. Donc je pense que d'ici dans 2 ans, on proposera quelque chose de différent, mais qui sera encore plus adapté
et plus en adéquation avec nos attentes artistiques. David, à tous les techniciens, félicitations, c'était vraiment bien, bravo. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir et de recevoir ici même l'un des plus grands maîtres artificiers français, entre autres, et même de la scène internationale. Il s'agit de Jacques Couturier, poitevin d'origine. Votre société est en Vendée. Bonjour Jacques Couturier. Juste d'abord, une petite question. Nous sommes à quelques heures de ce feu que vous allez tirer ce soir ici, place des Quinconces à Bordeaux. Est-ce qu'il y a toujours une forme de stress ou avec l'habitude, parce que vous faites ce métier depuis très longtemps, c'est un peu la routine? Il n'y a jamais de routine, surtout avec notre métier qui est quand même soumis au risque. Hein, c'est du live, hein, donc non, on a toujours l'appréhension et c'est les 5 dernières minutes. Mais on a toujours le trac. Mais vous savez, c'est Arletty qui disait à une jeune artiste, disait que j'ai pas le trac avant de monter sur scène. Et elle avait dit ça vient avec le talent. Donc, mais on est tous pareils ce soir. Qu'est-ce que vous faites dans les heures qui précèdent? Comme ça. Dans les heures qui précèdent, d'abord on vérifie que tout marche bien, que tout est opérationnel, on teste, on reteste, on prend la ceinture et les bretelles en quelque sorte, et puis c'est les 5 dernières minutes on est sous pression. Et lorsque le spectacle a débuté, la magie s'en va, on suit l'appréhension s'envole. Alors vous avez fait dans votre carrière bon nombre de spectacles, on en a parlé tout à l'heure, l'an 2000, pour le passage en 2000 au Brésil, Le Petit Prince notamment, le Festival de Cannes, le mariage du prince Albert de Monaco, et j'en passe, je vais vous faire rougir. Juste d'abord, Jacques Couturier, dans vos spectacles, il y a bien plus que des feux d'artifice, c'est vraiment beaucoup de choses. Je pense que le feu d'artifice est mort en tant que tel, c'est-à-dire tel qu'il était conçu avec la belle bleue, la belle rouge, même si ça reste quelque chose de sympathique dans les communes en particulier. Nous, ce qu'on a fait, en particulier Joseph, mon fils, c'est d'aller vers des scénarios pyrotechniques complets avec une histoire, avec une thématique où on peut... c'est un véritable scénario, un peu comme un film, dans lequel on met aussi en scène aussi les arts du spectacle de nuit, c'est-à-dire les lumières, le laser, les jeux de flammes, la pyrotechnie est un élément important, certes, mais nos spectacles sont plutôt orientés vers des spectacles thématiques qui racontent des histoires. Chaque spectacle, c'est une part de vous. Vous remettez tout en cause à chaque fois, peut-être pas avec l'expérience, mais c'est vraiment vous-même que vous essayez de transmettre? On remet tout en cause à chaque fois. On remet tout en cause à chaque fois parce que chaque spectacle est unique, chaque spectacle est créé par rapport à l'espace scénique, comme ici la place des Quinconces. On recommence tout à chaque fois et on remet tout en jeu à chaque fois. C'est ce qui fait que c'est passionnant, stressant et il y a même des fois, vous savez, au début du spectacle, vous dites j'arrête, c'est trop dur. Et quand c'est fini, c'est oublié, vous recommencez. Vous étiez instituteur jusqu'en 1987, je crois, et puis un jour vous avez dit j'arrête tout et je deviens uniquement maître artificier. C'est comme ça que ça s'est passé? Ça s'est passé comme ça. C'était l'année de mes 40 ans où j'avais décidé que, même si j'aimais ce métier, ma passion c'était le spectacle pyrotechnique et je voulais le faire. Voilà. Donc l'année de mes 40 ans, je me suis dit si je ne le fais pas cette année, je ne le ferai jamais. Donc j'ai démissionné et j'ai lancé ma société, c'était en 87, puisque je suis né le 14 juillet 1947. Vous étiez prédestiné à être né le 14 juillet pour s'occuper et créer des feux d'artifice, non? Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, oui. C'était un peu de poudre noire dans les globules rouges, peut-être. La faute à maman. Qu'est-ce qui vous pousse toujours pas à continuer, mais à vouloir inventer, créer de nouvelles choses? C'est vraiment toujours ce souci de l'attente du public, ou vous qui vous dites, quelque part, je suis un enfant et j'ai envie encore de continuer à m'amuser? C'est le bonheur du partage. Vous savez, les moments qu'on partage avec le public vous restent gravés dans votre mémoire et aussi dans celle du public. Et puis, c'est toujours éphémère, l'artifice, le feu d'artifice, le spectacle est éphémère, mais il vous reste dans les veines cette envie. Et peut-être, je reprendrai cette jolie phrase de Laurent Voulzy qui évoquait les fleurs et l'éphémère. Il disait, il y a des instants éphémères qui ont des parfums d'éternité. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'on continue. C'est un peu irrationnel, hein. C'est un peu irrationnel. La Jacques Couturier Organisation est devenue une histoire de famille. Vous travaillez notamment avec votre fils, il y a votre fille, il y a toute un petit peu la famille Couturier dedans. C'était un choix ou ce sont les circonstances qui ont dicté cette évolution? Quand j'ai commencé, mes enfants étaient adolescents. Et quelque part, vous savez, monter une société, ça prend tellement de temps, tellement d'énergie, que j'ai oublié d'être suffisamment présent avec eux à l'adolescence. Donc quelle belle revanche sur la vie, quoi, parce que maintenant on partage beaucoup de moments, beaucoup de complicité. Et j'en profite à temps plein et j'en profite pleinement, oui.
c'est un bonheur ça. Et vous vous dites que le bébé est entre de bonnes mains? Oui, il y a à la fois Joseph, toute la famille, mais aussi toute une équipe que je considère comme ma famille. Vous savez, on est 27 dans la société, permanent. C'est pratiquement une équipe de rugby avec les remplaçants. Hein. D'ailleurs, l'esprit rugby, je crois, est présent dans cette société. Moi qui adore le rugby, il y a cet esprit de fraternité, d'envie. Il y a des liens véritablement avec les gens qui travaillent chez nous et qui ont une véritable motivation. Si on est arrivé là, et je crois qu'on ira au bout du monde, entre guillemets, c'est grâce à l'équipe avec qui je travaille. Ça, c'est très important. Jacques Couturier, merci beaucoup, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes et de nous avoir fait partager votre passion. Et bien justement, je vous propose maintenant d'aller voir le petit dernier de la famille, si on peut l'appeler comme ça, Joseph Couturier, qui transmet la passion familiale. Et après Jacques le père, on se retrouve avec Joseph, le fils Couturier. Joseph, bonjour. Nous sommes où exactement ici? C'est un poste de tir, c'est ça? Voilà, c'est la régie de contrôle. Tout simplement, c'est le pupitre de commande pour envoyer le feu d'artifice. Et puis tous les effets aussi de lumière. Alors là, il y a plusieurs régies, de la lumière, du laser. C'est une mécanique très précise, hein, le spectacle que vous allez proposer ce soir. C'est minuté vraiment à la seconde près. Vous savez exactement comment ça va se passer? C'est une orchestration. Après, je sais ce qui va se passer. Après, il y a aussi des interventions live, parce que moi je ne serai pas là, je serai sur scène à faire le Monsieur Loyan. Mais tout ça est bien minuté, c'est timé à la milliseconde près. Vous travaillez avec votre père, Jacques Couturier. La filiation, elle est personnelle évidemment, mais elle est professionnelle aussi? Ouais, elle est professionnelle depuis longtemps, parce que en fait, moi j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc je l'ai suivi, j'étais dans ses pattes tout le temps. Puis j'ai de la poudre noire dans les veines, hein, donc il faut s'en servir. Et on s'entend bien. Bon, on s'engueule aussi, mais c'est bien, ça fait partie de l'entente, je crois. Non, c'est comme un couple, hein, non? Oui, c'est comme un couple, un couple professionnel aussi. Et donc, mais mon père m'a beaucoup transmis, sans jamais me forcer, et m'a laissé moi essayer de faire à ma sauce. Je pense qu'il fait partie des gens qui ont vraiment développé une notion différente dans l'approche du feu d'artifice, de l'utilisation de ce médium. C'est-à-dire comment raconter des histoires avec ça. Maintenant, j'essaie de le développer en rajoutant des fois de la vidéo, du feu et des conneries. Tiens, qui voilà? Mais c'est ma dompteuse. Natacha, l'allumeuse. Hey, Mr. Loyal. Avant chaque feu d'artifice, moi je pense vraiment aux gens et ça me calme. Je pense que je vais faire plaisir, même s'il y a des erreurs techniques. Là, il y aura plein de professionnels. Ah, c'est pas parti à droite, ah, c'est pas parti à gauche. Ah. Bon, ça, c'est pas grave. C'est une pression supplémentaire? Non, je pense pas. Moi, je suis content de faire voir nous comment on travaille, parce qu'on travaille vraiment particulièrement par rapport à l'ensemble de la profession. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense que quand on est au cinéma, on va aller voir un Fellini, on va aller voir un Kubrick, on va aller voir un Godard. On peut aller voir les trois, on peut mêler les trois, mais voilà. L'artificier, vous allez voir aussi en fonction des origines des pays. Parce que les Italiens, eux, ils en mettent plein la vue, les Espagnols, c'est bam, les Chinois, c'est beaucoup plus fin. Et nous, on a le côté French touch, comme on dit. J'aime pas trop ce mot, mais je pense qu'après, même à l'intérieur des artificiers français, nous, on est encore différents. Voilà. Donc, ce qui rassure, c'est dans le public quand il est là, c'est de se dire que les gens vont avoir du bonheur, qu'on va offrir un spectacle populaire au sens noble du terme. Bon spectacle donc à vous ce soir, Joseph Couturier. Merci. Et bon spectacle à vous également, parce que ça vaut vraiment le détour. Ouais.
va. C'est le plus gros, comme ça on peut se mettre. Ça va être des vagues, des sortes de vagues, d'effets au sol, de gauche à droite constamment, c'est très beau. Des allers-retours, des explosions en masse, en latéral d'un seul coup. Voilà, ça va être que des allées et venues et des façades comme ça. Ladies and gentlemen, let us now witness a spectacular show from the People's Republic of China's Xinjiang Fireworks. Je demande l'autorisation de tirer le feu dans 3 minutes. Ok, merci. 3, 2, 1. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom. Bonjour Serge Carcy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Revenons d'abord sur cette soirée de mardi soir. Vous étiez superviseur des feux au château Giscourt à la Barde. Comment s'est déroulée cette soirée? C'était une soirée magnifique où on a pu voir de la culture pyrotechnique qui vient d'Asie. Ensuite, le berceau de la culture au niveau européen, il tourne autour du bassin méditerranéen. Espagne, France et Italie. Et mardi, vous avez assisté à une position 2 à un feu italien. Et pour finir, un feu espagnol, franco-espagnol en troisième position. Pour information, j'ai appelé le régisseur du domaine. J'ai demandé ce qu'il pensait des spectacles. Il m'a simplement dit, si la récolte de 2015 est à la hauteur des spectacles, on va avoir un grand cru. L'émotion, ça fait partie de votre travail aussi, quand la soirée se passe bien, quand à la fin on est heureux, tout s'est bien passé au niveau technique, les spectacles étaient beaux, on ressent vraiment beaucoup de choses? À la fin, on saute un peu de joie et surtout on la partage avec ceux qui ont participé. Hein? Il y a beaucoup de choses tactiles, on se touche, on se parle. Par exemple, à la fin de la soirée de Giscourt, le père du pyrotechnicien espagnol veut me parler au téléphone, voilà, et on partage quelques mots. Mon espagnol est moyen, mais on se comprend, quoi. On a partagé quelque chose. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Et la meilleure récompense pour nous, c'est les applaudissements, c'est ça, c'est la claque. Ça nous fait remonter les poils. Si les poils ne remontent pas dans ce métier, il faut arrêter. Il ne faut pas le faire. Nous sommes à Saint-Émilion ici parce que ce soir, il y a un feu conçu, créé par des artificiers chinois. Oui. Il y a vraiment des particularités différentes suivant les pays des artificiers ou pas? Oui, alors déjà, ce soir, il n'y aura plus qu'un feu au lieu de 3, comme on a vu précédemment. Le site est plus un site un peu plus village, je dirais, avec une renommée mondiale, c'est clair. Mais Saint-Émilion, c'est un village. Et dans ce village, il y a pas mal d'événements pyrotechniques. Donc les Chinois ont conçu un feu qui est destiné à la fois aux congressistes, c'est-à-dire je montre mes produits, et au public de Saint-Émilion pour montrer, voilà, je fais un spectacle pyrotechnique. Je pense que dans le concept du feu de ce soir, ils vont montrer des effets un peu, ce qu'on appelle spéciaux en matière de monocoup. Voilà. Est-ce qu'il y a une géopolitique des artificiers ou pas? On sait que les Italiens sont en pointe, les Français se débrouillent très bien aussi, les Chinois en font, les États-Unis aussi. Est-ce qu'il y a vraiment des tendances lourdes aujourd'hui dans ce monde du feu d'artifice? Donc, en matière de géopolitique, ça se passe dans l'artifice comme dans les autres activités. La mondialisation fait en sorte que les échanges sont permanents. Et vous voyez bien, on est en France, dans un village qui s'appelle Saint-Émilion, il y a des Chinois qui viennent tirer des feux. Donc en fait, ça veut dire que l'échange existe et que les spécificités continuent à exister, mais sont un peu plus masquées que ce que c'était précédemment. Il y a des feux depuis très longtemps, même du temps de Louis XIV au château de Versailles, il y avait des feux d'artifice. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, bien des années plus tard, bien des décennies plus tard, et des siècles plus tard, la magie opère encore? Le feu d'artifice, c'est magique à plusieurs titres, mais c'est d'abord l'art de l'éphémère. Hein.
parce que tout d'un coup, il y a une énergie aussi qui se dégage autour de ça. Il y a des palettes de couleurs qui sont montrées et on occupe le ciel. On travaille en 3 dimensions. La peinture est magnifique. Ce sont des tableaux. La sculpture permet de travailler en 3 dimensions. Serge Carcy, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager votre passion. Et pour ce soir, tout simplement, bon feu. Merci à vous. Frédéric Perret, vous êtes le chef de la police municipale ici à Saint-Émilion. Est-ce que vous êtes un peu stressé, tendu avant ce soir ou pas? Vous avez l'habitude? Non, pas du tout. Là, on attend sereinement la soirée et en espérant que tout se passe bien. Oui, c'est les particularités d'ici, ces petites ruelles étroites. Oui, qui sont interdites à la circulation, donc ça pose pas de problème particulier pour justement la circulation des piétons. Ils vont pouvoir un petit peu déambuler dans les rues. Comment ça se passe justement en termes d'intendance, en termes d'organisation pour vous et vos équipes? Alors, Saint-Émilion est assez particulier, de par un petit peu sa géographie, avec plusieurs points d'accès où justement il faut canaliser un petit peu tous ces flux. On attend essentiellement beaucoup de monde ce soir, donc différents personnels à différents points d'accès pour interdire donc la circulation, pour éviter un petit peu tout problème et des débordements, en particulier dans le bourg de Saint-Émilion. Tout est pris en compte aussi, j'imagine, en termes d'accès, de secours, de pompiers, de secouristes aussi? Tout à fait, il y a les pompiers qui ont mis un camion-tonne à disposition à côté du pas de tir pour prêt à intervenir pour éventuellement tout départ de feu. Est-ce que vous avez une inquiétude avant ce genre de manifestation où vous essayez de tout maîtriser pour être le plus serein possible? Il y a toujours forcément une forme d'inconnu? Il y a toujours un petit peu des petits problèmes qui se posent, mais on est là justement pour les pallier, pour les résoudre, pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc on attend sereinement la soirée. Et voilà. Est-ce que tu as mis la barrière rue La Porte-Brunet? Est-ce qu'elle est en place là, s'il te plaît? Bien sûr, la barrière est en place. Ouais, parfait. Là-bas, donc vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des monocoups avec un certain angle. Et ce sont des produits dont les effets pyrotechniques partent depuis le tube. Alors qu'une bombe, la bombe monte et l'éclatement disperse les effets. Donc là, c'est les mortiers prêts au tir, vous voyez, ils sont protégés dessus. L'intérêt de la feuille aluminium, c'est aussi que lorsque la bombe sera partie, ça va percer la feuille d'aluminium et ça permet après le tir de voir si la bombe est partie. Joëlle Manuel, bonjour. Vous êtes adjointe ici à la mairie de Saint-Émilion en charge des manifestations. C'est important pour la commune de Saint-Émilion d'accueillir cet événement? Oui, c'est important parce que ça nous permet aussi de trouver sur des week-ends des manifestations, des animations, puisqu'on est une commune assez dynamique. Et on est très, très fervent de toutes ces manifestations, de toutes ces animations. Et on a un cadre qui s'y prête énormément, puisque la Tour du Roi, les monuments historiques, avec les vignes autour, et la cité, cette cité médiévale, nous permet d'avoir des animations et des manifestations qui sont quand même très réussies. Vous organisez fréquemment des feux d'artifice, des manifestations au sens large, mais des feux d'artifice aussi. C'est plus compliqué à organiser pour une petite commune que pour Bordeaux, par exemple, qui en a accueilli aussi cette semaine? C'est plus compliqué à organiser, oui, bien que on en organise souvent, donc on a un petit peu une habitude, mais c'est plus difficile effectivement parce qu'on a notre personnel qui est quand même réduit, on est commune de 2000 habitants, on a du personnel réduit et on doit faire appel au personnel communal pour mettre les barrières, pour gérer la cité, la propreté, et c'est un petit peu plus compliqué, mais on est tous partants pour faire ce genre d'expérience, oui. Et beaucoup de travail en perspective. Joëlle Manuel, merci beaucoup et donc plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses pour la suite et bonne continuation. Merci. Merci à vous.
Nous sommes de retour à Bordeaux, cette fois-ci à la Cité mondiale du vin, au cœur même de ce congrès de la pyrotechnie, pour évoquer maintenant, dans la dernière partie de cette émission, les applications quasiment quotidiennes de la pyrotechnie. Justement, avec notre premier invité, il s'agit de Jean-Yves Cagnac. Vous êtes l'ancien président du syndicat national des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, co-organisateur de ce symposium. Bonjour Monsieur Cagnac. Bonjour. La pyrotechnie, d'abord une question toute simple, qu'est-ce que c'est ? Alors, la pyrotechnie, c'est l'art de mettre en œuvre un matériau énergétique capable de se déployer très très rapidement et donc d'avoir une action, je dirais peut-être équivalente à celle d'un coup de marteau, mais avec des énergies considérables et qui permettent de casser de la roche, de creuser des tunnels, creuser des canaux, etc., etc. Elle a toujours existé, cette pyrotechnie, on s'en sert depuis toujours en fait. Alors, la pyrotechnie existe depuis que les Chinois, au 7e et 8e siècle de notre ère, ont découvert le mélange qui était explosif, entre guillemets, et qu'ils appelaient à l'époque la drogue à feu. Bon. Cette drogue à feu a mis plusieurs centaines d'années avant d'avoir des utilisations militaires dans un premier temps, parce qu'on pouvait propulser, en fait, on a créé des gaz très rapidement, et ces gaz permettaient d'expulser des fusées et autres engins militaires. Et il a fallu encore quelques siècles avant que les premières applications civiles voient le jour, dans un domaine qui était plutôt celui de la démolition. Ainsi, on a démoli dans les années 1400 un couvent à Chablis pour récupérer des pierres. Et puis progressivement, c'est passé de ce domaine je dirais militaire à un domaine beaucoup plus industriel qui est celui des mines. Aujourd'hui, on s'en sert pour déclencher des avalanches, par exemple, on s'en sert pour construire des lignes de chemin de fer, on s'en sert pour beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, si on peut donner une image pour le grand public, le Français consomme en gros 1 kilo d'explosifs par habitant. Bon. C'est-à-dire concrètement ce qui représente à peu près 40 000 tonnes de produits énergétiques fabriqués en France, qui sont utilisés dans tous les travaux. Si vous construisez un barrage, si vous creusez un tunnel, si vous creusez un canal, et ça sont les applications, je dirais, de travaux publics. Vous avez des applications aussi liées à la démolition des bâtiments, ou la déconstruction, comme on l'appelle un peu plus pudiquement, qui permettent de faire tomber un bâtiment, une cheminée, exactement dans l'axe, dans la zone prévue. Les applications dans le spatial, il y en a beaucoup. La séparation des différents étages d'Ariane, par exemple, s'effectue avec de la pyrotechnie. Les engins qui atterrissent sur Mars, si on peut dire atterrir sur Mars, sont freinés dans leur descente par un parachute qui est déclenché par un engin pyrotechnique. On estime qu'il y a à peu près, même si le chiffre peut être variable ou pas forcément exact, en gros 10 000 personnes en France dans ce secteur de la pyrotechnie. C'est de l'ordre de 10 000 personnes. C'est important quand même. Hein. Oui, c'est important pour un chiffre d'affaires qui serait de l'ordre de 800 millions d'euros. Et dans la pyrotechnie, il faut bien préciser que c'est autre chose que les feux d'artifice, bien autre chose. C'est autre chose que le feu d'artifice. Le feu d'artifice, ce sont les aspects, je dirais, ludiques et qui nous amènent au rêve. Par contre, là, on est dans du concret. Par exemple, il y a eu une route le long du littoral sur l'île de la Réunion qui avait besoin d'être sécurisée parce que les rochers et la roche tombaient sur la route. Donc il a fallu purger tous les éperons rochers qui menaçaient de tomber, et ça s'est fait avec de la pyrotechnie. Jean-Yves Cagnac, merci beaucoup de nous avoir fourni toutes ces explications et vos éclairages. Merci, monsieur. Oui. Autre application de la pyrotechnie, elle concerne cette fois-ci tout le monde, enfin tous ceux qui possèdent bien évidemment un véhicule. Il s'agit de la sécurité des automobiles. Éric Giraud, bonjour. Vous êtes directeur de la sécurité automobile chez Héraclès. Concrètement, à quel niveau intervient la pyrotechnie dans la sécurité des voitures ? Alors bonjour. Ouais, elle intervient dans tous les airbags de votre véhicule. Il y a de la pyrotechnie présente absolument dans chaque système. Concrètement, ça se passe comment en fait ? C'est un système de déclenchement ? Alors, comment ça marche ? Dans le cas d'un impact avec un véhicule, un ordre électrique va être envoyé à l'airbag, ici, qui va mettre à feu la partie pyrotechnique, qui sont les petits comprimés que vous voyez de chaque côté. Ces comprimés vont brûler, générer un volume très important de gaz qui va passer dans ces filtres de manière à ce qu'il n'y ait pas de particules chaudes et gonfler le sac qui va venir vous protéger. Alors les autres pièces, vous avez là une application conducteur, donc voilà ce que vous avez face à vous sur votre volant. Donc à l'intérieur, on aperçoit le sac qui va se déployer, qui est comprimé.
Et puis ici, le générateur de gaz conducteur avec sa partie pyrotechnique qui va brûler, générer des gaz et qui va venir ici, dans le cœur du générateur. Donc voilà ce que vous avez face à vous et qui va vous protéger en cas d'impact. C'est ce qui permet le déclenchement de cet outil, sinon sans ça, il ne marcherait pas? Sans la pyrotechnie, vous ne pourriez pas gonfler le sac, qui est en fait le gaz qui va être comprimé dans ce sac va retenir votre corps en cas d'accident et c'est ce qui va vous protéger des effets de l'impact. Donc une chose qui est importante à connaître, c'est qu'un accident à 50 km/h, par exemple, c'est l'équivalent de la violence du choc, c'est l'équivalent d'une chute du 3e étage d'un immeuble. Donc c'est quelque chose de très violent, il faut beaucoup d'énergie pour l'amortir. Et donc le sac qui est gonflé par ce gaz qui a été généré par la pyrotechnie va se dégonfler progressivement au fur et à mesure que votre corps avance et donc de vous protéger. Vous travaillez en permanence, j'imagine, forcément, pour améliorer cette sécurité. Ça a beaucoup changé depuis l'origine des airbags ou pas tant que ça finalement? Ça a beaucoup changé, premièrement parce que le confort des utilisateurs, c'est faire en sorte que ces airbags changent de dimension, soient de plus en plus petits pour avoir plus de place dans l'habitacle. Deuxièmement, un exemple, voilà deux systèmes, un monochambre, un bichambre. Ce bichambre, il est fait pour gérer des mauvaises positions que vous auriez dans votre fauteuil. C'est-à-dire que si vous êtes mal positionné dans votre fauteuil, on va gonfler progressivement l'airbag de manière à ne pas vous blesser, puisque l'objet, c'est encore une fois protéger les occupants du véhicule. Et donc oui, il y a eu beaucoup de progrès. On sort, par exemple, Héraclès met sur le marché des nouveaux produits tous les 3 ans à peu près. Tous les 3 ans depuis 1993, on innove pour améliorer la sécurité des occupants. Est-ce qu'il y a d'autres pièces du véhicule où la pyrotechnie intervient ou c'est uniquement consacré aux airbags? Non, il y a d'autres pièces. Sur toutes les ceintures de sécurité, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle un prétentionneur pyrotechnique qui va rattraper le jeu de la ceinture. Et donc vous calez correctement pour l'impact avec le sac. Et puis il y a également des applications nouvelles qui sont des protections des piétons. Et ces protections des piétons, elles nécessitent qu'on ouvre le capot avant, peu de gens le savent, on ouvre le capot avant du véhicule. Et puis les vérins pyrotechniques vont amortir la chute d'un piéton sur le capot avant du véhicule. Et ça, c'est en standard sur beaucoup de véhicules aujourd'hui. Tout pour améliorer la sécurité, bien évidemment, absolument, des automobilistes. C'est ça le credo de base, forcément. Oui, tout à fait. Éric Giraud, merci beaucoup pour toutes ces vous. explications. Merci. Et donc bonne continuation dans votre recherche et dans votre exploitation et votre amélioration de la sécurité des automobilistes. Merci. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se quitte forcément avec un bouquet final, celui du feu de clôture de cette semaine, tiré vendredi soir à quelques centaines de mètres de moi dans le magnifique décor du pont Jacques Chaban-Delmas. Bonne fin de journée à toutes et à tous.